Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et nous allons poursuivre un peu sur les dernières vidéos que nous avons faites ensemble. Nous allons poursuivre sur l'adéquation charge-capacité. Alors je vous remercie tout d'abord de me suivre. Certains s'étonnaient que j'arrive parfois à bafouiller devant la caméra. C'est tout à fait normal, je ne scripte pas mes interventions, je les fais spontanément. Et donc parfois il m'arrive de chercher mes mots comme si on était dans la vraie vie. Je pourrais éventuellement faire l'effort de scripter mes vidéos, mais ça me prendrait beaucoup trop de temps et je suis beaucoup trop occupé professionnellement que pour le faire. Alors ça me fait plaisir de partager ces savoirs et ces connaissances avec vous. Pourquoi ? Parce que ça peut peut-être permettre au tissu économique local d'être encore plus performant, et rien ne me ferait plus plaisir, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de pouvoir retrouver de la dignité par l'économique, et si l'économique va bien, eh bien ça pourra créer éventuellement du travail à des gens qui en auront besoin derrière. Donc comme quoi finalement tout le monde est gagnant, à la fois les propriétaires d'entreprises, les investisseurs gagnent leur vie et se développent et ont envie de continuer à se développer, ce qui est très bien, et les personnes qui ont besoin de retrouver de la dignité par l'économique peuvent aussi peut-être retrouver du travail grâce à ça. En tout cas, c'est l'une de mes plus grandes motivations à faire ces différentes vidéos. Et puis en même temps, je suis arrivé tout doucement à un âge où la question de la transmission est importante à mes yeux. Comme je n'ai personne en particulier à qui transmettre, disons, ce que j'ai pu acquérir et glaner tout au long de ma carrière professionnelle, eh bien je profite finalement de ces vidéos pour le faire avec vous, et c'est tout bénéfice pour chacun. Alors, nous allons continuer aujourd'hui dans le sens de l'adéquation charge-capacité, et nous avions dit que la seule chose autour de laquelle les managers étaient concentrés, ou devaient être concentrés, c'est la performance de l'entreprise, ou en tout cas la performance de leurs opérations. On avait dit que la performance, c'est le rapport entre les sorties et les entrées. Donc en gros, quelle est la valeur qui a été créée par rapport à qu'est-ce que ça m'a coûté pour la créer, et ça c'est la performance. Pour pouvoir gérer cette performance, on avait vu qu'on avait deux paramètres autour desquels le manager était censé se concentrer, des volumes de travail et des temps unitaires. Alors, je ferai une vidéo sur les temps unitaires, les normes. Aujourd'hui, on va parler du système de management. Je vous avais dit que tout ceci était au cœur de quelque chose de plus vaste qu'on appelle le système de management. Alors, le système de management, évidemment, est supporté par une foule d'outils. Alors, peut-être qu'avec le temps, nous verrons l'un ou l'autre de ces outils qui me paraissent excessivement importants. Mais avant tout, un système de management, c'est un système en 4 étapes. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle les objectifs. Alors, ça commence tout en haut dans l'entreprise. Évidemment, un chef d'entreprise, le seul travail en fait d'un chef d'entreprise, en toute logique, c'est de développer une vision et de conduire une vision, ainsi que de gérer le budget qui va avec. C'est tout. Je veux dire, si vous allez voir votre patron pour autre chose que ça, lui, en principe, il a délégué les autres questions à ses subalternes qui eux-mêmes, je veux dire, dans la pyramide de l'entreprise, ont eux-mêmes délégué un certain nombre de choses. Donc aller voir son patron pour quelque chose qui ne touche pas finalement à la stratégie de l'entreprise ou au budget de l'entreprise, finalement, est un peu vain. Alors, c'est un peu une caricature, mais globalement, c'est à peu près ça. Donc la seule mission, le seul rôle d'un chef d'entreprise, en termes opérationnels en tout cas, c'est de donner une vision, généralement sur 5 à 10 ans. Ça dépend du type de métier, du type d'industrie. Ça peut parfois être moins, je veux dire, à la marge. Prenons des plateformes téléphoniques, ce sont des choses qui vont très vite, et donc parfois ça peut aussi se réfléchir, c'est des temps qui nous paraissent plus courts, mais qui sont quand même des temps longs pour ce métier. Et donc les budgets d'un autre côté. Donc, en toute logique, le chef d'entreprise développe une vision, et puis cette vision, il va fixer un certain nombre d'objectifs attachés à cette vision, et cette vision va avoir besoin d'être déroulée dans l'organisation. C'est ce qu'on appelle un déroulement d'objectifs, et donc on va passer d'objectifs très stratégiques, souvent attachés également à des éléments très budgétaires, pour arriver tout en bas à des objectifs excessivement opérationnels, ou souvent, quand il s'agit de superviseurs, alors dans notre jargon, un superviseur, c'est le premier niveau de management en contact avec un point d'exécution, donc peu importe le titre de la personne, si en dessous de lui, ou en dessous d'elle plutôt, ce sont des personnes qui sont
directement actives et qui créent de la valeur, ou qui sont des opérationnels, eh bien, on appelle ça un superviseur. D'accord ? C'est juste la différence entre un manager qui, lui, va gérer d'autres managers ou des superviseurs, donc des gens qui sont en posture de management. Lui, il gère des gens qui sont en posture opérationnelle. Donc le superviseur, généralement, quand ça va arriver tout en bas, il va avoir des objectifs qui sont très opérationnels. Habituellement, il n'y a plus de budget à gérer à ce niveau-là. Le budget sera généralement géré par les managers au-dessus, s'il y a encore des budgets. En termes d'échelle de temps, on va passer d'une échelle de temps qui est une échelle de temps de 5 à 10 ans, comme on le disait, à peut-être une échelle de temps qui va être de l'ordre de l'année au niveau du middle management pour arriver tout en bas dans l'organisation, donc au niveau plus opérationnel, sur des objectifs qui peuvent être à la semaine ou au quotidien. D'accord ? Donc des objectifs très opérationnels. On va partir d'une vision qui est très large en haut à une vision excessivement étroite mais très détaillée en bas. Donc en haut, on aura une vision large mais une vision très générale des choses, alors qu'en bas, on aura une vision qui est très détaillée des choses. Donc la première étape, c'est une étape d'objectif. Ensuite, on a une deuxième étape qui est une étape de préparation. Donc avant de passer à l'action, avant d'agir, avant de produire, il y a des choses à préparer. Donc il y a évidemment déjà identifier le travail qui est à faire, organiser le travail, identifier, excusez-moi j'ai failli faire tomber quelque chose, identifier les ressources nécessaires, qu'elles soient machines, matérielles, éventuellement financières, pour pouvoir les mettre en œuvre, les organiser, s'assurer qu'elles puissent être là, gérer tout ce qui est autour, tout ce qui est autour des ressources. Il y a des gens qui doivent partir en congé, il y a des gens qui sont malades, tout ça est à gérer également. Il y a des ressources à acheter sur le marché, donc combien de ressources, à quelle hauteur, donc tout ça, pour tout ça, il y a des outils qui sont là pour pouvoir aider au travail. Alors après ça, quand le travail se présente, comment organise-t-on les équipes, qui est capable de faire quoi, quelles sont les montées en compétences nécessaires. Donc il y a plein de choses qui sont là au niveau de la préparation, qui viennent en amont du travail. Alors il y a des choses dont on parlera plus tard sur d'autres vidéos, mais on a également les normes. Donc en amont du travail, on a bien le volume du travail qui est là, il attend à l'entrée du processus. Si je reprends mon exemple des factures, les factures elles sont rentrées dans l'entreprise, elles sont sur le bureau du comptable, elles forment une pile comme ça. Donc ça, on avait dit d'ailleurs que c'était une donnée qui était une donnée factuelle. On peut compter le nombre de factures, c'est incontestable. On peut même trier ces factures en 3 grandes catégories éventuellement, les factures hyper simples, les factures hyper complexes, et puis entre les deux, des factures qui sont de moyenne complexité, parce qu'elles réclament peut-être des temps de processus qui sont différents. Et ça peut être important quand on va vouloir dimensionner les ressources pour pouvoir abattre ce travail. Donc est-ce qu'on a bien les volumes de factures que l'on imaginait dans les degrés de difficulté qu'on imaginait, de façon à s'assurer finalement que nous avons bien prévu les ressources nécessaires pour pouvoir faire le travail. Alors là je parle de comptabilité, mais ça pourrait être dans un atelier ce qui est beaucoup plus simple. J'ai, mettons, 800 décodeurs satellites à faire par shift, et je sais que j'ai besoin d'avoir 5 personnes sur mon processus pour faire cela. Surtout que si on est sur une chaîne de production où chaque poste de production a sa gamme opératoire à faire, et où un équilibrage de chaîne a été réalisé par les hommes méthodes. Puisque en fait, une chaîne de production, sa cadence sera celle du poste le plus lent. Donc l'idée vraiment est d'arriver à lisser au mieux l'activité à travers la chaîne, en distribuant le travail à travers la chaîne. Donc si on est sur des platines électroniques, nous avons une platine qui arrive, et puis nous avons souvent des dames, parce qu'elles sont plus méticuleuses par rapport à ça, qui prennent des éléments électroniques dans des petits bacs, et qui vont les déposer exactement dans les trous qui sont prévus pour ça. Et puis elles font un certain nombre de mouvements en ce sens. Chaque mouvement, on connaît le temps nécessaire pour le faire en fonction de la difficulté de la pièce, l'endroit où il faut aller chercher, etc. Donc pour tout ça, il y a des catalogues qui ont été créés, et ces temps d'ailleurs se calculent en bedeau. Puis la platine électronique passe à côté, et puis la dame suivante, excusez-moi, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose par rapport à ça, parce que je cogne tout le temps. La dame suivante aura d'autres éléments à les mettre et à positionner par rapport à cela, et on va essayer de s'arranger que le temps total à chaque poste soit à peu près équivalent. D'accord ? Puis à la fin, on a ce qu'on appelle une machine à vagues, où on a de l'étain qui va venir lécher le fond de
de la platine électronique pour souder tous les éléments et la platine va partir sur des postes de contrôle pour vérifier que tout a été bien mis, tout est bien soudé et que finalement tout fonctionne bien comme prévu par les ingénieurs. Donc on a des batteries de test avant de libérer la platine en question pour qu'elle aille ensuite rejoindre un coffret par exemple dans lequel elle sera installée et puis on y mettra les boutons qu'il faut, etc., etc. Donc ça partira dans un autre bout de processus qui sera celui du montage définitif qui va assembler, disons, tous les éléments du décodeur en question. Donc ça c'est juste pour illustrer les choses. Donc l'idée donc, c'est justement de vérifier tout ça et tout ça est fait en amont. Donc les gammes opératoires sont faites en amont, etc. Si on reprend une série qu'on n'a plus faite depuis longtemps, on sait que on a des courbes de démarrage qui font que c'est vrai que les gens doivent se réhabituer à cette platine en question, et donc on ne sera pas tout à fait dans les mêmes... on ne pourra pas cibler tout à fait les mêmes objectifs dans la journée que si on est bien échauffé et que ça fait déjà 2 semaines que l'on est occupé à pratiquer ces platines tout simplement. Donc c'est vraiment une question de réflexe et de mémoire. Et il y a besoin de pouvoir se remettre dans le bain. C'est pour ça qu'on a ces courbes de démarrage. Donc tout ça est prévu en amont et on vérifie qu'on a bien tout ça. Donc les volumes sont là. Les normes sont là, donc les temps unitaires. On verra après ça comment on les calcule, à quoi ça correspond dans une autre vidéo. Et puis on arrive à la 3e étape, qui est l'étape de l'activité. C'est là où on va effectivement produire. Alors, bizarrement, quand je suis en conseil dans les entreprises, et quand je l'ai été durant presque 25 ans à l'international, finalement, très bizarrement, c'est le seul endroit où on ne voit pas un manager, ou très rarement, sauf dans les entreprises aujourd'hui qui sont en lean management et vraiment qui comprennent qu'on a besoin de le faire. Mais souvent, lorsque nous observons les choses, c'est l'endroit où finalement il ne se passe rien. Il y a bien l'activité qui se déroule, les gens travaillent, mais le management est absent, si bien qu'ils ne peuvent pas être en anticipation, ils ne peuvent pas être dans du correctif immédiat. Et donc, on a le lendemain matin, à travers les tableaux de bord qui sortiront sur l'activité de la veille, on aura ce que j'appelle les constats de décès. Il fallait faire 800 postes, on n'en a fait que 300, il en manque 500. Oui, il en manque 500. On peut le regretter tant qu'on veut, mais la journée est terminée, elle est passée, elle est pliée, elle ne reviendra pas. Et ce temps qui n'a pas pu être productif, on va devoir les rechercher ailleurs. Et il va nous coûter en heures supplémentaires, en activités plus importantes, etc. Ce qui va coûter plus cher à l'entreprise d'un côté, mais qui peut aussi, en termes de motivation, agacer le personnel qui en a marre de faire des heures supplémentaires, etc. Ou qui en a peut-être marre aussi d'être aussi mal géré. Je pense que les torts sont souvent partagés. Il y a parfois un côté très... comment je pourrais appeler ça un peu enfantin, comme ça. Pardonnez l'expression, mais dans le comportement, je parle du côté des travailleurs, en disant « Ah, youpi, le prof n'est pas là, on va pouvoir être en récréation et donc on va pouvoir profiter d'un bon moment, on va pouvoir se reposer, on va pas devoir trop travailler, on va pouvoir rire et s'amuser. » Et pourquoi pas, je veux dire, ça peut être un bon moment, mais quand on était enfant et que ça nous arrivait, on n'avait pas conscience qu'à un moment donné, ce moment-là, on allait devoir le récupérer d'une manière ou d'une autre, parce que le programme, de toute façon, doit être vu. Dans une entreprise, c'est pareil. Dans certaines entreprises où c'est vraiment le client qui tire la production et le produit, il est déjà vendu, donc par la porte ou par la fenêtre, il doit sortir et il doit aller chez le client, et idéalement à la date à laquelle on lui a promis le produit. Donc on ne va pas pouvoir faire l'économie de ces heures supplémentaires ou de ce travail complémentaire. Comme on travaille à la meilleure performance démontrée, j'expliquerai ça plus tard, les temps qui nous ont permis de calculer les choses, a priori, on ne peut pas faire mieux. Donc à un moment donné, on est coincé, c'est bien des ressources complémentaires qu'on va devoir aller chercher, ou alors c'est du business qu'on va devoir refuser pour pouvoir récupérer ce temps-là, pour pouvoir faire le travail en question. Donc vous voyez, si le management n'est pas en posture d'anticipation, n'est pas présent au milieu de ces hommes pour pouvoir réorganiser le travail en cas d'incident de façon à perdre le moins de temps possible, eh bien, tout le monde aura à en souffrir et à la rigueur même le client qui est aussi important pour faire vivre l'entreprise. Donc ça, c'est toutes ces parties-là. Donc on devrait retrouver les indicateurs à chaud que l'on peut avoir là qui nous permettent de pouvoir prendre des décisions.
Et puis, il faut pouvoir faire le tour de son atelier régulièrement ou le tour de son plateau, si on a un plateau, et de voir l'évolution du travail de façon à s'assurer que les choses se font dans les bonnes intensités et qu'elles sortiront bien dans les délais attendus. Donc, ce qui rassure tout le monde. Maintenant, s'il y a un véritable incident, comprenons-nous bien, ma première supposition lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas que la personne en face de moi est coupable. Ce sera vraiment la dernière. S'il ne reste que ça, vraiment, il sera encore temps de déclarer la culpabilité de la personne. Mais en attendant, devant moi, c'est surtout un dysfonctionnement. C'est d'identifier quel est ce dysfonctionnement et tenter de le résoudre le plus rapidement possible ou prendre des mesures conservatoires pour dire de récupérer au maximum le temps. Si par exemple la machine numéro 3 dont on avait besoin pour faire la production en question tombe en panne, eh bien on peut réorganiser le travail pour prendre de l'avance sur un travail qui est programmé pour un peu plus tard, pendant que les équipes d'entretien viennent réparer la machine, et peut-être que 2 heures plus tard, la machine à nouveau est en ordre. On peut remettre les équipes sur la production initiale, mais le temps n'aura pas été perdu. On a pris de l'avance sur un travail qu'on aurait dû de toute façon faire, mais un peu plus tard. Ce qui est une façon finalement de très très bien gérer ses ressources. Donc c'est ça, être dans l'anticipation et d'être dans la résolution des problèmes, etc. Et enfin, une fois que le travail est terminé, qu'on l'a bien suivi, et idéalement où on a été présent, en tout cas quand nous sommes en intervention, c'est ce que nous tentons de réapprendre aux gens, et on tente de réapprendre aux managers, de savoir refonctionner au niveau de la conduite de ces opérations. Alors on a des managers aujourd'hui, ils ont eu tellement de formation en soft skills, enfin dans certains contextes, qu'ils savent communiquer, ils sont doux, ils sont gentils, ils sont à l'écoute, ils savent résoudre les tensions entre les gens, etc. Enfin, ils peuvent faire plein de choses, mais ils ont complètement oublié et ils ne savent plus, parce qu'on leur a plus appris à conduire leurs opérations. Or, c'est la seule chose, au bout du compte, qui rapportera de l'argent dans l'entreprise. Donc, tout le reste est bien nécessaire, comprenons-nous bien, toutes les soft skills sont bien nécessaires, mais elles sont bien au service d'une production, d'une performance, et cette performance, il s'agit de la conduire. Et c'est ça que nous voyons depuis 2-3 vidéos ensemble. La dernière étape est une étape double en quelque sorte, puisqu'on va avoir 2 mots. On va avoir le mot suivi et le mot reporting. Alors le suivi, c'est quoi? C'est l'écart qu'il y a entre ce qu'on avait planifié et ce qui a effectivement été réalisé. Quant au reporting, c'est l'écart entre ce qui avait été fixé comme objectif et ce qui a été effectivement réalisé. Donc souvent, compte tenu, j'expliquerai tout à l'heure, compte tenu des délégations qui sont données, c'est une façon de remonter l'information à celui qui a délégué le travail. Donc il faut bien à un moment donné mesurer l'écart entre les objectifs et la réalisation, tout comme on a besoin de manière plus opérationnelle, et ça c'est le suivi, de mesurer l'écart qu'il y a entre ce qu'on avait planifié et ce qui a été effectivement réalisé. Alors, l'écart qu'il y a entre ce qui a été effectivement réalisé et ce qui avait été planifié, ça s'appelle une variance. Alors, c'est probablement le concept le plus important si vous voulez conduire vos opérations et développer votre périmètre de façon à avoir une très grande performance. Je vais revenir dessus, on va en discuter ensemble. Et juste pour terminer le schéma, une variance, donc l'écart entre ce qui a effectivement été réalisé et ce qu'il s'agissait de produire, appelle des actions correctives. D'accord ? Et donc, c'est toute la résolution de problèmes, par exemple, qui est là, etc. Alors, pour terminer tout cela, je ne l'ai pas sous forme de schéma, mais vous allez comprendre tout de suite qu'est-ce qu'une délégation, parce qu'en fait, ce système de management, c'est tout ce qu'il y a autour d'une fonction de manager, d'accord ? Donc c'est par exemple, je ne sais pas moi, le directeur des ressources humaines, comment pourrait-on appeler ça, le chef d'atelier numéro 1, enfin, c'est autour de lui, d'accord ? Et donc, chaque niveau de management a sa roue, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'une délégation ? Une délégation, c'est lorsque l'activité que quelqu'un était censé réaliser, en toute logique, est devenu les objectifs du niveau inférieur. Et donc, par exemple, j'ai un directeur général, à un moment donné, en toute logique, il a bien des objectifs, il a bien planifié des choses, donc il devrait réaliser des choses. Plutôt que de le faire lui-même, puisqu'il a toute une structure en dessous de lui, il va déléguer cela, et ça va devenir les objectifs du niveau d'en dessous.
D'ailleurs, souvent, ça va être fragmenté. Il va y avoir les objectifs pour le département financier, il y aura les objectifs pour le département RH, il y aura les objectifs du département, enfin des ateliers, il y aura les objectifs au niveau des stocks, etc., etc., etc. Donc, il va distribuer son travail aux différentes personnes, et donc ça va devenir l'objectif de ce niveau-là. Ben, ce niveau-là va planifier les choses, soit va les faire par lui-même, ou bien à nouveau va le déléguer à quelqu'un, et ça va devenir les objectifs de la personne. Et ainsi de suite. Donc jusqu'au moment où on va tomber sur l'opérationnel. L'opérationnel, quand il aura terminé, alors c'est son manager qui le fait, mais donc le manager confie à des opérationnels, donc il distribue le travail, il le planifie, il suit l'action, puis en sortie de boucle, il y a bien le suivi et la variance dont on parlera tout de suite, et puis il y a le reporting. Et ce reporting, en fait, agit un peu comme une sortie de boucle au niveau de l'activité, comme si le niveau supérieur venait de terminer son activité, et donc allait pouvoir mesurer lui-même, avoir son propre suivi, c'est-à-dire l'écart entre ce qui a effectivement été réalisé et ce qui a été effectivement réalisé et ce qu'ils avaient planifié. Et puis ça va servir de reporting, donc on va remonter de l'information au niveau supérieur jusqu'au moment où on arrivera tout en haut dans l'entreprise. Et c'est comme ça que le système d'information fonctionne au sein de l'entreprise. Alors, je parle d'un système d'information, alors c'est vrai que les ordinateurs sont capables de faire les choses et ça peut parfois être d'une grande aide. En même temps, ça c'est un aparté que je fais quelques secondes, ce qui fait beaucoup souffrir les entreprises finalement, c'est que le contact humain n'est plus là. Et donc, si on a d'un côté l'efficacité au niveau de l'information brute dans sa montée et dans sa descente, par contre au niveau émotionnel, on crée beaucoup de choses qui sont parfois très consommateurs de temps parce que les gens ont besoin de comprendre et de savoir dans quel état d'esprit est l'autre et surtout ce qu'il sous-entend, est-ce qu'il s'expose lui-même à des risques, etc. Et donc on tente toujours d'interpréter les paroles qui sont là en termes d'intention, en termes d'émotion, etc. Et c'est vrai que du texte, c'est souvent très froid et puis ça peut souvent être, compris de plein de façons différentes. Et donc ça crée des tensions et des présupposés entre les gens et derrière, comme notre cerveau est câblé pour nous protéger contre les risques, il grossit les risques potentiels au niveau, disons, de ce qu'il tient à vue et minimise, disons, les bénéfices potentiels qu'aurait l'information. Et donc, comme là où va le regard va l'énergie, si mon regard va vers, disons, les options, on va dire, plus négatives, je pars avec le présupposé que l'autre en face, il m'en veut, il n'est pas content avec moi, il veut se fâcher, j'ai des risques sur ma carrière. Et donc, ça va... ça va m'inspirer les comportements et les attitudes qui vont avec. Maintenant, lorsqu'on se croisera, compte tenu du fait que j'ai ces comportements et ces attitudes, l'autre en face répondra à ces comportements et ces attitudes de manière assez logique et en face par rapport à moi-même. Et donc on commence à développer finalement au sein de l'entreprise des relations humaines qui deviennent beaucoup plus conflictuelles, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compétitives parfois aussi. Alors la compétition n'est pas toujours mal vue au sein des entreprises. J'ai déjà fait des vidéos qui démontraient finalement que la compétition détruisait la notion même d'entreprise. On pourra revenir dessus si vous voulez, mais pour l'heure, je préférerais vous parler de la variance. Alors, la variance est au cœur de votre système de management. Cette variance, c'est votre potentiel d'évolution. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Tous les matins, quand vous allez avoir, au niveau de votre reporting, au niveau de votre réunion opérationnelle quotidienne, etc., quand vous allez avoir les chiffres et les traités entre qu'est-ce qu'il était prévu de faire, qu'avons-nous effectivement réalisé, cet écart, c'est tout ce sur quoi vous allez pouvoir travailler pour dire de pouvoir recoller tout doucement à la performance voulue. Alors cet écart, il s'agit de l'analyser, il peut être dû à plein de choses, comme je le dis souvent. Ça peut être des coordinations qui fonctionnent mal, ça peut être un problème avec une matière première qui nous a été envoyée qui n'est pas conforme, ça peut être un retard d'un fournisseur, ça peut être un bout de processus qui fonctionne mal, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi et surtout des montées en compétences qui ne sont pas ou insuffisamment faites, etc. Et donc, je vois exactement que je vais devoir porter un effort pour pouvoir faire évoluer les choses. Ça peut être aussi des comportements et des attitudes professionnelles qui ne sont pas suffisamment ancrées. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, la machine numéro 3 est tombée en panne et personne n'est venu me dire chef, la machine est en panne, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Personne n'est venu chercher des instructions. Donc ce comportement professionnel, je vais devoir l'inscrire, je vais devoir éduquer, si je peux m'exprimer ainsi, mes collaborateurs à venir me voir dès qu'il y a un incident, de façon à pouvoir réorganiser le travail. Je vais peut-être même devoir les monter en responsabilité par rapport
en tout cas dans le sens de la responsabilité, par rapport aux besoins de réaliser le travail, parce que de toute façon, par la porte ou par la fenêtre, il faudra le faire, et si on doit le faire en payant plus cher, bien sûr, ils vont gagner quelque chose, mais en même temps, ça fragilise l'entreprise, et c'est peut-être pas bon pour eux à long terme. Donc, il y a plein de façons différentes de voir les choses, ça dépend des contextes, évidemment, mais en même temps, donc, j'ai un travail qui est à faire dans ce sens-là. J'ai peut-être aussi des nouveaux dans mon équipe, si bien qu'ils sont venus dégrader la performance, parce que ils sont occupés à apprendre, donc ils sont encore assez maladroits, ils sont un peu plus lents, et ça freine la performance. Donc ça me rappelle tous les matins que j'ai quelque chose à faire pour les monter en compétences. Alors ça ne veut pas dire que je dois le faire moi-même, mais je dois m'en soucier. Je pourrais très bien dire, par exemple, écoute Flan, aujourd'hui tu vas aller travailler avec Van Pieperzeel, et comme ça tu vas pouvoir apprendre ça. D'accord ? Donc Flan étant l'équivalent marocain de Van Pieperzeel en Belgique. C'est juste un petit clin d'œil. Mais toujours est-il, donc, il y a ce travail qui est à faire pour pouvoir améliorer les performances. Donc la variance, c'est le cœur de votre système, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous interroge tous les jours, tous les matins, quand vous avez vos chiffres, ou même à chaque instant. Dès que vous observez un écart, c'est votre potentiel d'évolution, et donc il vous invite à travailler sur ce potentiel d'évolution. Et c'est pour ça, et nous le verrons dans une prochaine vidéo, que nous travaillons les normes à la meilleure performance démontrée. Mais on expliquera tout le rationnel qui est derrière cette question-là dans une prochaine vidéo. Donc voici voici ce qu'est donc un système de management, c'est cette boucle. Alors cette boucle qui peut s'enquiller les unes derrière les autres, donc un peu comme des engrenages, et c'est ce qui fait fonctionner les entreprises. Alors tout le monde ne le voit pas, moi j'ai tendance à le voir, mais j'ai même des confrères qui n'ont pas tendance à le voir, peut-être ont-ils raison, peut-être que c'est moi qui m'illusionne, je n'en sais rien, mais quand vous regardez la boucle, en fait, dans cette boucle-là, dans cette boucle du management, dans ce qu'on appelle cette boucle, ça s'appelle un système de management, mais dans cette boucle, en fait, il y a deux boucles. Il y a la boucle du haut, avec les objectifs, la planification, le reporting, et on pourrait dire que c'est une boucle stratégique, en ce sens que elle fixe des objectifs, elle donne envie d'aller quelque part, et donc elle se dessine un chemin pour y aller. Et puis on a la boucle du dessous, avec la planification, l'activité et le suivi, qui est une sorte de boucle opérationnelle. D'accord ? Donc on s'est fixé un certain nombre de choses en écho évidemment aux objectifs qui étaient là. Nous avons agi pour pouvoir les réaliser, et puis nous mesurons si nous les avons eus ou pas. Et donc on pourrait dire que c'est un peu comme une fusée, où nous avons un poste de pilotage en haut, et nous avons les moteurs en bas. Et donc j'ai bien la boucle opérationnelle qui pousse, qui exerce la poussée sur la fusée, et j'ai le haut de la boucle qui conduit quelque part la fusée à destination, en l'orientant comme il faut. Alors je ne suis pas spécialisé fusée, c'est une métaphore. Je ne sais pas si une fusée peut se conduire de cette façon-là, mais l'important c'est que vous compreniez ce que je veux dire par rapport à cela. Donc pas besoin de mettre des commentaires sur la théorie des fusées, etc. Je veux dire, c'est pas le propos d'aujourd'hui. D'accord. Donc voilà pour les systèmes de management, j'espère que ça vous a éclairé. Alors évidemment, autour de ce système de management, il y a à la fois une foule d'outils qu'on pourrait voir à l'occasion. De toute façon, j'ai écrit un livre pour cela. Maintenant, j'essaie de regarder comment l'éditer, parce que ça fait longtemps que j'ai écrit et qui reprend tout ça de par le détail. Peut-être vais-je passer en auto-édition, je ne sais pas, c'est quelque chose que je dois regarder de plus près. Si quelqu'un a des renseignements par rapport à ça, il peut me guider, c'est bien volontiers. Comme ça, ce livre, vous pourriez l'avoir et vous auriez alors sous la main finalement ce que j'ai collecté sur ce sujet-là en 25 ou 30 ans de carrière professionnelle, c'est peut-être intéressant. Ce sont des choses que nous connaissions, je veux dire, à notre époque, enfin à mon époque, quand j'ai commencé ma carrière, qui était encore bien connue dans les entreprises. Certaines entreprises ont ressenti le besoin, puisque ça a disparu avec le temps, je veux dire, les gens n'avaient plus conscience tout à fait de tout cela. On est passé beaucoup plus sur la dimension humaine du management, peut-être poussé par ses appétences personnelles, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on semble avoir complètement oublié ça dans les entreprises. Et certains métiers ont ressenti le besoin vraiment de pouvoir posséder leurs outils pour gérer à nouveau la performance, parce que c'était crucial pour eux. Et un des métiers qui a quelque part à recréer la roue, c'est l'informatique,
qui a mis en place toute une série d'outils qui sont pas ceux que moi j'ai tendance à mettre en place, mais qui en même temps font exactement la même chose. Ce sont leurs outils à eux, mais qui viennent vraiment occuper la place des différents outils que nous avions traditionnellement par rapport à cela. Et c'est très bien, je veux dire, après ça, chacun se forge les outils dont il a besoin pour pouvoir atteindre la performance qui est la sienne. Je suis absolument tranquille. L'important, c'est de comprendre les choses. Donc moi, quand je vous le présentais, je vous le présenterai avec mes outils, si nous l'abordons. Après ça, vous pouvez toujours aller chercher des outils qui vous paraissent plus pertinents ou plus ajustés par rapport à votre métier, ce qui est tout à fait normal. Donc le système de management, c'est ça. Rappelons-nous donc que votre potentiel d'évolution, c'est la variance, c'est vraiment l'élément le plus important si vous voulez être en maîtrise de vos opérations, en maîtrise de vos progressions, en maîtrise de votre performance, de votre périmètre, de vos résultats. C'est le cœur de votre système. Et autour de ce système de management, on l'avait évoqué la fois dernière, se trouvent 8 comportements, qui sont les 8 comportements de base d'un manager, qui sont liés au système de management. Donner une direction, ça se passe au niveau des objectifs. Donner des instructions, ça se passe au niveau de la planification. Fournir de l'aide, ça se fait pendant les activités. Donner du feedback positif et donner du feedback constructif ou négatif, on le dira comme on veut, ça vient un peu en sortir des opérations ou pendant les opérations. Suivre, c'est le fameux suivi qui est réalisé. Rapporter, c'est bien le fait de faire rapport par rapport aux objectifs. Et puis, résoudre les problèmes, c'est bien toute la partie action corrective que l'on avait vue à ce niveau-là. Donc on a bien là les 8 comportements de base d'un manager. Comme ça, vous pouvez commencer à les replacer vous-même sur le graphique. Voilà, j'étais content de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous a été utile. Et puis, dans la prochaine vidéo, en principe, nous devrions voir ensemble la meilleure performance démontrée et pourquoi c'est la meilleure performance démontrée que nous utilisons plutôt qu'une autre donnée. D'ici là, portez-vous bien, au plaisir de vous voir très bientôt. Merci.